Des extraterrestres. Que diriez-vous si je vous disais que vous et moi, que tout le monde à la base vient de l'espace? Aussi étrange que cela nous semble, nous sommes des aliens. Chacun des éléments dont nous sommes composés vient des étoiles. C'est troublant, à vrai dire. Nous habitons un petit coin de l'univers. Voilà notre quartier, le système solaire. Au centre, il y a le Soleil. Et à 150 millions de kilomètres, c'est notre maison, la Terre. Une planète étonnante. Le seul endroit de l'univers qui, à notre connaissance, rassemble toutes les conditions propices à la vie. L'air que nous respirons, des mers et des océans richement peuplés. Notre planète est vivante. Et pourtant, cela n'a rien d'évident. La vie sur Terre ne devrait même pas exister. Alors, comment tout cela a-t-il commencé? Moi, vous, notre belle planète bleue, c'est comme une sorte de puzzle, voyez, car au départ, il n'y avait rien. Laissez-moi vous expliquer. Voici l'instant où tout a commencé. Le Big Bang. Et voilà, c'est fait. Le Big Bang a créé un univers, mais un univers ne contenant qu'un vaste nuage d'hydrogène. Comment notre monde a-t-il pu naître de cette seule matière? Notre monde et nous aussi. L'aventure qui a permis de transformer un gros nuage d'hydrogène en ces éléments dont nous sommes faits est extraordinaire. Le calcium dans mes os et l'oxygène que je respire, d'où viennent-ils? Tout remonte au moment où l'univers a donné naissance aux étoiles. Pendant des millions d'années, l'univers n'a été qu'une masse d'hydrogène, le gros nuage apparu à la suite du Big Bang. Mais à l'intérieur du nuage, quelque chose de fantastique était en train d'avoir lieu. En se propageant, les ondes de choc du Big Bang ont créé des tourbillons d'hydrogène. Ils ont amassé sur leur passage de plus en plus de matière présente dans le nuage. Ces tourbillons étaient si forts et si rapides qu'ils ont fini par former d'énormes boules de gaz. Avec la vitesse, ces sphères colossales se sont considérablement réchauffées, jusqu'au moment qui a bouleversé l'univers. Les toutes premières étoiles étaient nées. Mais ces étoiles ne suffisent pas à elles seules à expliquer pourquoi nous sommes là. De l'étoile à l'homme, que s'est-il passé? Aux confins des déserts de l'Arizona, un appareil nous apportera peut-être une réponse. Lawrence Krauss est physicien. Mais il ne travaille pas dans un laboratoire. Ici, c'est un silo de missiles. L'explosion qui se rapproche le plus de celle de la naissance d'une étoile a été obtenue avec une bombe à hydrogène. Et cette bombe est très puissante. C'est la superbombe.
Dans ces souterrains se cachent des machines qui vont nous permettre de comprendre ce qui se passe au cœur d'une étoile. C'est l'arme la plus destructrice de notre planète. Attention, mise à feu des moteurs. Paré au lancement. Lancement effectué. Voilà la puissance d'une bombe à hydrogène. C'est le même hydrogène qui alimente le feu de toutes les étoiles de l'univers. Nous sommes donc ici sur la rampe de lancement du missile balistique intercontinental Titan. C'est en fait une énorme fusée qui est surmontée là-haut par une toute petite ogive contenant la force la plus destructrice que l'homme ait jamais créée jusque-là. La quantité d'hydrogène d'une bombe H est infime. Elle suffirait à peine à gonfler un ballon de baudruche. Mais l'énergie qu'elle libère est dévastatrice. C'est cette même énergie qui maintient les étoiles en incandescence. Tout ça avec un seul petit ballon d'hydrogène. Le ballon qui serait nécessaire pour créer une étoile serait des millions de fois plus grand. Une étoile libère l'énergie de plusieurs millions de bombes H à la seconde. Mais au lieu d'être destructrice, la fournaise nucléaire qui brûle dans chaque étoile met en marche un fabuleux processus de création. Nous sommes donc ici au sommet du silo et l'engin thermonucléaire que vous voyez atteint bien les 30 mètres. Mais attention, s'il venait à être lancé, il désintégrerait tout à 15 km à la ronde. On pourrait dire en fait que c'est la même réaction qui se produit dans l'univers et qui génère chaque atome. Et comme au cœur d'une étoile, l'hydrogène se transforme en hélium, lequel se transforme en azote, puis en oxygène, en silicium et en fer. Tout ce que je vois autour de moi, tout ce qui nous entoure, est en fait issu des étoiles. Le moindre atome nous vient du cœur de l'une d'elles. L'univers a commencé avec l'hydrogène. Et l'hydrogène a créé les étoiles. Puis, les étoiles ont créé les éléments indispensables à la vie. L'oxygène de l'air, le calcium dans nos os. Tout cela vient des étoiles. Mais comment cela s'est-il passé? Si tout s'est créé dans l'espace, comment est-ce arrivé jusqu'à notre monde? C'est étrange, non, de penser que tous les éléments qui ont permis à l'univers de se créer sont nés eux-mêmes à l'intérieur des étoiles. Chaque étoile est une immense usine produisant des milliards et des milliards de corps chimiques. Mais ils sont inoffensifs tant qu'ils se développent là où ils sont. Fort heureusement pour nous, les étoiles ne durent pas éternellement. Et un beau jour, elles explosent. Incroyable mais vrai, des étoiles peuvent se pulvériser entièrement en explosant. Afin de comprendre pourquoi, je vais vous raconter les tout derniers instants de la vie d'une étoile, ceux qui précèdent sa destruction.
Voici une étoile qui est morte il y a des milliards d'années. Elle est immense. Sa vie a été violente et courte. Et c'est sa mort qui nous a donné la vie. Vous allez bientôt assister à l'un des événements les plus puissants et les plus impressionnants du cosmos. L'étoile est à court d'hydrogène. Le foyer nucléaire qui se consume depuis des millions d'années s'est éteint. En refroidissant, l'étoile se contracte. Elle commence à s'effondrer sous son propre poids. Elle s'effondre sur elle-même et explose. Ce phénomène se produit en un millième de seconde. C'est ce qu'on appelle une supernova. L'explosion est si vive qu'elle illumine des galaxies entières. Des milliards de tonnes de matière stellaire sont expulsées dans l'espace. Regardez une supernova et vous assisterez à un véritable moment de création. Ces images obtenues grâce à nos plus puissants télescopes nous montrent les résidus de cet événement si violent. Ces larges nuages de matière qui se déploient dans l'espace sont l'un des spectacles les plus époustouflants de l'univers. Mais cela ne résout pas notre énigme. Cette matière contient peut-être tous les composants de la vie, mais ce n'est qu'un nuage. Comment un nuage peut-il se transformer en roche ou en eau? Comment peut-il donner la vie? On commence à rassembler les morceaux de ce gigantesque puzzle. On a réussi à retracer l'ensemble du cycle, depuis la mort d'une étoile à la création de nouveaux mondes. Il a fallu des télescopes surpuissants et des années de recherche patiente menées par des centaines de scientifiques. Le professeur Bob Kirchner est l'un d'entre eux. On l'appelle le parrain des supernovées. On peut apercevoir une supernova environ tous les 100 ans, dans une galaxie. Alors, vous aurez de la chance si vous en apercevez une dans votre vie. En 1987, la ténacité des astronomes a fini par payer. Pour la première fois, ils ont pu observer dans une galaxie voisine le moment de la destruction de l'explosion d'une étoile, la création d'une supernova. Voici Supernova 1987A. Vous voyez ce qui se passe lorsqu'elle explose. L'hydrogène lourd et les nouveaux atomes qui pourraient un jour constituer une nouvelle planète se trouvent dans ce noyau qui est au centre. Et c'est là qu'est la nouvelle matière. Et après des dizaines de milliers d'années, cette matière engendrée par l'explosion d'une étoile se mélange au gaz interstellaire, et puis tout naturellement, lentement, cela va former des nuages de gaz et de poussière qui vont se contracter sous l'effet de la pesanteur, et donner naissance à de nouvelles étoiles, de nouveaux systèmes solaires, de nouvelles planètes. Quand vous ramassez une pierre, vous avez dans vos mains une parcelle de l'univers qui s'est formé il y a environ 5 à 7 milliards d'années. Ce morceau de silicium, tapissé de pépites de quartz, nous vient du cœur même d'une étoile qui a explosé pour se mélanger ensuite au gaz interstellaire. Mais ce n'est pas seulement une pierre.
Ça représente aussi tout ce que vous voyez autour de vous, comme toutes ces montagnes que nous pouvons apercevoir, et qui ont toutes été formées à partir d'éléments qui ont eux-mêmes été générés lors de violentes explosions d'étoiles. Il y a de ça entre 5 à 7 milliards d'années. Pendant des centaines de millions d'années, d'innombrables supernovae s'étendent et se mélangent. Voici ce qu'elles deviennent. De vastes nuages faits de vieil hydrogène mélangés à des débris d'étoiles mortes de longue date. C'est une pépinière d'étoiles. Un endroit où naissent les nouvelles étoiles et les nouvelles planètes. C'est donc ça la nébuleuse de l'Aigle, un énorme nuage de débris, de résidus, ce qui reste d'une ancienne explosion. En son centre se créent de nouveaux mondes et de nouvelles étoiles. Ces nuages interstellaires sont immenses. Chacun de ces points lumineux est une étoile. Beaucoup d'entre elles sont bien plus énormes que notre Soleil. C'est dans un endroit comme celui-là que notre système solaire a pris forme. Tous les ingrédients nécessaires à la création de l'univers sont là. Le temps est le seul facteur dont ils aient besoin pour se rassembler. C'est comme une danse qui durerait des millions d'années. Le gaz et les poussières forment des amas microscopiques qui deviendront un jour des nouveaux mondes. À mesure que les amas grossissent, ils se collent les uns aux autres. Ils deviennent des amas d'amas, toujours plus gros, toujours plus lourds, et tourbillonnent entre eux. Au centre de tout ça, un gros nuage de gaz et de poussière prend forme. Elle devient de plus en plus grosse et de plus en plus chaude jusqu'à ce que... jusqu'à ce qu'une nouvelle génération d'étoiles naisse. Et celle-ci est notre Soleil. Les poussières et le gaz restant, chassés loin du centre, deviendront des planètes. Ces planètes continueront de grossir, et pendant des millions d'années, elles recevront une pluie de petits blocs de roches. Et quand ces pluies cesseront, c'est un nouveau monde qui apparaîtra. Notre monde, la Terre. C'est comme ça que la Terre s'est formée. Mais nous, comment sommes-nous arrivés ici? L'eau et l'atmosphère sont apparues ensuite, mais cependant il manquait la vie. La vie aurait pu se former dans des petites mares ou dans la mer. Mais il y a une autre possibilité. Elle aurait pu se développer dans une contrée éloignée de l'univers et remonter jusqu'à nous sur le dos d'une comète. Cette théorie est plutôt intrigante. La vie terrestre est apparue si vite que certains scientifiques pensent qu'elle est venue d'ailleurs. Les comètes, ces énormes morceaux de glace qui viennent de très loin, détiennent peut-être la réponse. Si des formes de vie très simples ont pu survivre dans des comètes, il est possible que la vie se soit répandue dans l'univers.
Si cette théorie est vraie, vous allez pouvoir maintenant assister à l'arrivée de la vie sur Terre. Fendant l'espace, la comète les mers sont riches et il y a une atmosphère. Il ne manque plus que l'étincelle. En percutant la Terre, nos ancêtres extraterrestres sont envoyés dans toutes les directions, se dispersant ainsi aux quatre coins du globe. Et notre planète inanimée s'en trouve transformée à tout jamais. Il y a des millions de millions d'années, une étoile fut à l'origine de notre Terre et de tout ce qui s'y rattache, à savoir nous-mêmes. Alors la prochaine fois qu'on vous demande d'où vous venez, répondez ceci. Que vous venez de l'espace, pour ainsi dire du cœur d'une étoile. Dans l'espace, il y a des milliards et des milliards d'étoiles et des millions de planètes qui sont là depuis 13 milliards d'années. Si la vie a pu prendre sur Terre, alors elle a certainement pu prendre ailleurs. Existe-t-il quelque part d'autres formes de vie? Ou alors sommes-nous vraiment seuls dans le vaste cosmos? Nous sommes toujours demandé si nous étions seuls dans l'univers, ou si un jour nous pourrions être face à face avec des aliens. Ou si au contraire, jusqu'aux confins de l'espace, il n'y avait âme qui vive, comme si nous étions condamnés à être seuls. Nous savons bien que nous ne sommes pas seuls. Nous partageons notre planète avec plus de 10 millions d'autres espèces. Voilà à quoi ressemble la vie sur Terre. Des phénomènes les plus ordinaires aux plus extravagants. Qu'en est-il des autres planètes? Ont-elles pu produire la vie, elles aussi? Il y a une créature sur Terre qui voudrait bien le savoir. Nous. Si une forme de vie intelligente a pu évoluer ici, sur Terre, alors pourquoi pas ailleurs? Nous sommes les premiers humains qui pourrions le découvrir. Les scientifiques commencent à découvrir de nouveaux mondes dans l'espace. Des endroits où un jour, on pourrait bien rencontrer des extraterrestres. Allons-nous enfin pouvoir avoir une réponse à cette question qui nous obsède? Existe-t-il une vie là-haut? Regardez les étoiles. Chacune d'elles est un soleil, comme le nôtre. Et notre soleil a des planètes, dont la Terre. Est-elle la seule à héberger la vie? Faisons un petit voyage. Allons voir plus loin. Éloignons-nous du Soleil à travers l'espace. Voici Mars, froide et inhospitalière.
Puis Jupiter, une grande boule de gaz sans vie. Ensuite, un autre géant gazeux, Saturne. Et Uranus, Neptune et d'autres encore. Toutes les autres planètes de notre système solaire sont des mondes désolés et sans vie. Mais au-delà de notre système solaire, il y a encore des étoiles. Et souvenez-vous que chaque étoile est un soleil. Elles sont 400 000 millions dans ce gros nuage tourbillonnant. La Voie lactée, notre galaxie. Et quand vous quittez notre galaxie, vous commencez à prendre conscience de l'immensité de l'univers. Toutes ces galaxies sont comme la nôtre. Et celles-ci sont des amas de galaxies. À votre avis, se peut-il que dans une telle étendue, la seule planète à avoir une vie intelligente soit celle-ci ? Tout est une question de chiffres. Avec autant d'étoiles, l'existence d'une vie extraterrestre est tout à fait possible. On peut difficilement évaluer le nombre exact d'étoiles. Chacun de ces points lumineux est une galaxie, et dans chacun de ces trous d'épingle, il y a des milliards d'étoiles. Regardez cette poignée de sable. Combien de grains croyez-vous qu'il y ait? Des milliers? Des centaines de milliers? Et combien y en a-t-il sur cette plage? La quantité est trop énorme pour le savoir. Par comparaison, pour chaque grain de sable sur toute notre planète, il y a 1 million d'étoiles disséminées dans l'espace. 1 million d'étoiles comme notre Soleil pour chaque grain de sable. Et là où il y a des étoiles, il peut y avoir des planètes. Et là où il y a des planètes, il peut y avoir la vie. C'est ce qui s'est passé ici. Sommes-nous vraiment les seuls? Si des êtres doués d'intelligence essayaient de rentrer en contact avec nous, eh bien leur message serait capté ici même, et certainement avant n'importe quel autre endroit sur Terre. Mais pour écouter les voix susceptibles de parvenir d'autres planètes, il faut une grande oreille, et cette oreille, la voici. C'est la plus puissante que nous ayons sur Terre. Depuis 35 ans, des scientifiques mettent au point des technologies pour savoir si nous sommes seuls dans l'univers. Leur mission ? Scruter toutes les étoiles pour y trouver des signes de vie dans l'espace. C'est le programme SETI, lancé pour rechercher une intelligence extraterrestre. Et aujourd'hui encore, il continue sans relâche. CQ 20 mètres, ici N6, oncle Donald Kilowatt sur les ondes. Est-ce que vous me copiez? L'astronome Seth Shostak travaille à l'Institut SETI. Il est à l'écoute d'éventuels messages radio extraterrestres. La radiotransmission arrive directement jusqu'au nuage de gaz et de poussière qui réside entre les étoiles. C'est aussi un moyen de communication facile à utiliser, autant pour eux que pour nous. Nous ne savons pas ce qu'ils font exactement, mais on peut supposer qu'ils utilisent la radiotransmission. C'est une question de probabilité. Quand vous y réfléchissez, il y a tellement d'étoiles, tellement de planètes, que j'ai du mal à croire, en me référant uniquement à cette galaxie, que nous soyons vraiment les seuls à être en mesure de développer, par exemple, la radiotechnologie. Après ces 10 premières années de recherche, le programme SETI n'avait abouti à aucun résultat. Puis en 1977, tout a changé. Un ordinateur a détecté exactement ce que les scientifiques cherchaient. Un puissant faisceau hertzien venu d'une autre étoile. Était-ce un signal émis par une espèce extraterrestre?
Nous ne le saurons peut-être jamais. Le temps de fabriquer des instruments capables de l'analyser, le signal avait disparu. Le mystère reste entier. Un seul succès en 35 ans de recherche ferait baisser les bras à n'importe qui. Mais il en faut plus pour décourager Seth Shostak. Cela ne fait malgré tout qu'un siècle que nous tentons d'obtenir des signaux sans résultat. Mais cela ne nous permet pas de dire pour autant qu'il n'y a pas d'espoir. Au contraire, je reste optimiste. Un siècle, ce n'est rien dans l'histoire du temps. Malgré l'optimisme de Seth, la recherche des extraterrestres prendra certainement beaucoup de temps, car le nombre d'étoiles à sonder est bien trop grand pour nous. Le problème, c'est la taille de notre galaxie. Nous sommes juste là et cette étoile, c'est le Soleil. Et ici se trouve la zone où l'on a déjà cherché des signaux extraterrestres. Le champ d'investigation semble assez large, mais ce n'est rien comparativement au nombre d'étoiles qui existent. Évidemment, ces centaines de milliers d'étoiles sont loin de faciliter la tâche des chercheurs. Mais cela pourrait ne pas être vain, car nous avons découvert des lieux où la vie pourrait se développer. Hawaï. Au-dessus des nuages de la grande île de l'archipel se trouve le plus gros télescope du monde. Les astronomes viennent chercher ici quelque chose qui semblait inaccessible il y a quelque temps. La preuve de l'existence de planètes autour d'étoiles très lointaines. Très bien. Quel est l'objectif suivant? Continue de descendre d'environ 37 mètres. C'est bon, là, j'y suis maintenant. Nous sommes prêts pour le cadrage. Ok, enregistre. À première vue, la recherche est vouée à l'échec. Trouver une planète autour d'une autre étoile est un peu comme vouloir isoler un grain de sable sur la Lune. Mais ils ont un truc. Ne cherchez pas à observer directement la planète, mais regardez plutôt son étoile. Jeff Marcy fait partie d'une nouvelle génération de scientifiques. C'est un chasseur de planètes. Si vous tentez d'observer au télescope une planète à proximité d'une étoile, vous ne la verrez jamais car elle sera masquée par le rayonnement lumineux de sa voisine. En revanche, si vous regardez l'étoile elle-même, eh bien, vous pourriez sûrement suivre sa trajectoire dans l'espace. C'est un peu le même principe que le lancer du marteau. Le lanceur manie cette grosse masse autour de sa tête en essayant de résister tant bien que mal à la force qu'il a imprimée au marteau. Et si nous n'arrivons pas à le voir, nous sommes malgré tout en mesure de deviner que le lanceur agite une masse assez lourde autour de sa corde. Vous pouvez apprendre beaucoup de choses à propos des planètes qui escortent les étoiles en commençant déjà par observer les étoiles elles-mêmes. L'idée qu'on puisse détecter une planète par l'infime vacillement de son étoile est franchement surprenante. D'ailleurs, le succès de cette méthode n'a pas été immédiat. La course aux planètes a réellement commencé en 1986. Il s'est passé 9 ans durant lesquels nous n'avons rien trouvé. Puis en 1995, on a commencé à en repérer. Mais maintenant, on en trouve à une telle fréquence qu'on n'a pas le temps de les observer. Chaque mois, on découvre 2 à 3 planètes. C'est comme si on en mettait plein à la fois dans notre bouche. Et qu'ensuite, on prétendait s'en être occupé. Mais non, c'est complètement faux tout ça. Nous sommes quasiment certains maintenant qu'il existe bien des centaines de milliards de planètes dans notre seule Voie lactée. Un grand nombre d'entre elles pourraient naturellement contenir des traces de vie. L'un après l'autre, les astronomes n'ont cessé de découvrir d'autres mondes.
Mais leurs espoirs de trouver d'autres êtres vivants se sont vite éteints. Aucun des mondes qu'ils ont découverts ne porte la moindre trace de vie. Ce sont des géants gazeux, des planètes qui n'ont pas de surface solide pour que la vie s'y développe. Et la plupart d'entre elles sont si proches de leur soleil que la chaleur les rend invivables. Pour trouver des mondes où des extraterrestres pourraient vivre, il leur faut une autre méthode. Et la voici, peut-être. Une armada de télescopes orbitaux qui voleraient guidés par des lasers. Chacun d'eux est plus puissant que le télescope spatial Hubble. Quand ils seront lancés en 2025, ce n'est pas le petit vacillement d'une étoile qu'ils pisteront, mais la planète elle-même. Ils analyseront son atmosphère et nous diront peut-être si la vie y est présente. Un jour, nous pourrons examiner l'espace et voir d'autres mondes comme le nôtre. Je crois que si tous les terriens avaient en face d'eux l'image d'une autre planète Terre, orbitant une autre étoile, et ils penseraient être comme devant un miroir, mais ce ne serait pas celui qu'ils regardent chaque matin, non, plutôt celui dans lequel se reflèterait la copie conforme de notre système solaire, de notre jolie planète bleue, de son astre se couchant à l'horizon, et si cela se produisait, je pense que ce serait le moment le plus réconfortant et le plus excitant que chacun puisse connaître dans sa vie. C'est vrai, cette perspective est fabuleuse. Mais pour dénicher une vie extraterrestre, il n'est peut-être pas nécessaire de trouver une autre planète comme la nôtre. Notre planète avait tout ce qu'il fallait pour que la vie y apparaisse. L'air, l'eau et le soleil pour les chanceux. Les conditions sont parfaites pour nous. Mais qui dit que les extraterrestres ont les mêmes exigences? Et s'ils n'avaient pas tous besoin d'air et de lumière pour exister? À 3 km au fond de l'océan, se trouve l'un des environnements les plus hostiles que l'on connaisse. Ceci est la cheminée d'un volcan. Ici, la température dépasse les 100 degrés. C'est l'obscurité totale. Et la pression réduirait n'importe quel humain en bouillie. Et ces créatures devraient littéralement être cuites. Pourtant, elles sont vivantes. Si des créatures survivent ici, pourquoi ne le feraient-elles pas ailleurs? En cherchant des nouvelles formes de vie, les scientifiques ont étudié des environnements dont l'hostilité dépasse l'imagination. Cette grotte est une relique d'une éruption volcanique qui s'est produite il y a des millions d'années. C'est un couloir de lave, creusé par une rivière de roches en fusion qui l'ont rendu stérile. Quand les roches se sont solidifiées, le couloir s'est isolé du reste du monde. Il n'y a rien qui permette de survivre ici. Pas de soleil, rien que de la roche. C'est réellement un autre monde. La spécialité de Penny Boston, c'est de trouver de la vie là où elle ne devrait pas exister. Le plus important lorsqu'on s'interroge sur de nouvelles formes de vie, c'est d'alimenter son imagination. C'est, selon moi, le meilleur moyen de ne pas trop saturer son esprit avec des idées préconçues, car on ne sait jamais sur quoi on peut tomber. On ne peut faire que des hypothèses en fonction de ce que l'on voit sur Terre.
Si Penny trouve de la vie ici, notre hypothèse habituelle sur les conditions nécessaires à la vie s'effondrera. Et si la vie a pu se développer en dépit de ces conditions, pourquoi ne le ferait-elle pas dans d'autres mondes ? Voici la planète qu'on étudiera en premier, Mars. Comme dans les grottes terrestres, rien ici n'est favorable à la vie. Très peu d'eau ou d'air, rien que de la roche. Mais peut-être les roches de Mars recèlent-elles autant de créatures mystérieuses que celles de la Terre. Le miracle de la vie. Waouh, c'est génial! Tu as vu comment ça se rétrécit ici? Tu crois que ça pourrait être un hématode? Les découvertes de Penny dans ces grottes donnent tout son sens à la recherche de la vie sur Mars. Et s'il y en a sur Mars, il pourrait y en avoir sur d'autres planètes. Si on trouve des traces de vie sur Mars, nos chances d'en trouver sur d'autres planètes dans l'univers augmentent énormément. S'il y a 2 planètes sur lesquelles la vie s'est développée, cela signifie que la vie est un phénomène assez courant dans l'univers. Où dirigerons-nous nos recherches après Mars ? Voici, sans doute, le lieu le plus propice à une vie extraterrestre dans notre système solaire. C'est l'une des 16 lunes de Jupiter, Europe. Elle a l'air minuscule comparée à Jupiter, mais Europe est presque aussi grande que notre Terre. C'est un monde glacé, avec ses moins 150 degrés en surface. La vie y paraît impossible. Mais les scientifiques ont prévu d'y envoyer une sonde, et s'ils y parviennent, ils espèrent découvrir des choses étonnantes. Sous la glace d'Europe se cache un océan. Qui trouverons-nous? Les scientifiques sont quasi certains que la sonde révélera la présence de grottes comparables à celles qu'on trouve sur Terre. Ces grottes sur Europe abritent-elles de la vie? Si oui, il est certain que nous trouverons aussi de la vie ailleurs dans l'univers. Il n'y a quasiment aucun doute pour moi. La vie existe bel et bien au cœur de notre Voie lactée, du moins sous une forme primitive. Les biochimistes disent que toute planète recouverte d'eau contient des molécules capables de s'auto-répliquer. Mais il existe aussi des molécules qui vont s'auto-répliquer de façon plus abondante, plus performante. Et soudain, voilà, vous avez la vie. Une forme de vie encore plus complexe. Mais la réponse à laquelle nous ne sommes toujours pas en mesure de répondre est de savoir s'il existe quelque part dans notre galaxie une forme intelligente de vie. Et c'est la question qui nous interpelle le plus actuellement. Alors, sommes-nous seuls? Les seules créatures intelligentes dans un univers qui grouille de formes de vie très simples? C'est difficile à croire. Avec autant de vie, certaines de ces créatures auraient dû devenir intelligentes au fil de l'évolution et être un peu
comme nous. Cela entraîne de nouvelles questions. Où sont-ils et pourquoi ne nous ont-ils toujours pas contactés? Après tout, on a fait pas mal de bruit, non? Depuis 50 ans. Voilà l'explication. Nos émissions radio n'arrivent pas que dans nos maisons. Elles se propagent aussi dans l'espace. I, George Walker Bush, do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States. L'histoire de la planète Terre se répand dans tout l'univers. Donc, si les extraterrestres existent, ils devraient déjà savoir qu'on est là. I, William Jefferson Clinton, do solemnly swear. Mais même une onde radio met des années avant d'atteindre les étoiles. I, Ronald Reagan, do solemnly swear. That I will faithfully execute. I, Jimmy Carter, do solemnly swear. I, Richard Milhouse Nixon, do solemnly swear. Nos signaux sont si puissants qu'ils voyagent dans l'espace depuis 50 ans. I, John Fitzgerald Kennedy, do solemnly swear. Mais en 5 décennies, ils n'ont pu atteindre qu'un petit nombre d'étoiles. Aux yeux du reste de l'espace, notre planète est complètement silencieuse. I, Dwight D. Eisenhower, do solemnly swear. C'est comme une sphère d'ondes électromagnétiques qui se déplace dans l'espace et qui a parcouru entre 40 à 50 années-lumière depuis les premières émissions radio. Il n'y a que quelques centaines d'étoiles à proximité et je pense que c'est peu pour se faire connaître et que c'est pour ça qu'ils ne nous ont pas encore trouvés. Un jour, cette bulle de radio s'étendra et quelque part, quelqu'un saura qu'on est là. Mais quand ? Et que se passera-t-il ensuite? L'immensité de la galaxie, voilà le problème. Si des extraterrestres existent, ils peuvent se trouver là-bas, carrément de l'autre côté de la Terre. Et nos ondes électromagnétiques mettraient près de 100 000 années pour les atteindre. Et cela ne fait que 50 ans que nous avons commencé à émettre. Tout dépend de l'endroit où vivent ces gens-là. Les signaux émis de notre planète n'ont atteint qu'une poignée d'étoiles de notre galaxie, mais cela peut être suffisant. Cette étoile reçoit notre première émission radio. Alors, si nos voisins de galaxie habitent à quelques planètes de là, ils viennent tout juste de découvrir notre existence. S'ils décident de nous répondre, leur message mettra 50 ans à nous parvenir. Donc, il n'y a plus qu'à prendre son mal en patience pour savoir si nous sommes seuls ou non. Sauf si, naturellement, ils ont un de ces vieux trucs. Des êtres intelligents venus d'un autre monde. À quoi ressembleraient-ils? Probablement pas à ce que nous avions imaginé. Pour l'instant, tout n'est que pure spéculation. Mais on continue de chercher. Si bien qu'un beau jour, on finira peut-être par trouver.